La Fondation Patinot m'a proposé un engagement pour assurer la coordination un peu des activités de la salle, parce que plusieurs associations déjà intervenaient dans cette salle, et faire une partie de la programmation de manière à élargir au fond le champ d'activité de la salle. Et cela a duré pour moi jusqu'en 1984, année à laquelle j'ai quitté la salle à la fin de l'année, et c'est Philippe qui a pris le relais tout naturellement. Ce qui caractérisait cette salle, c'était l'ouverture sur des pratiques qui étaient presque inexistantes à Genève en dehors de 2 ou 3 associations. Il y avait par exemple l'AMR dans le domaine de la musique de jazz, dont sont nés les ateliers d'ethnomusicologie, qui étaient plutôt spécialisés dans les musiques traditionnelles, qui sont d'ailleurs aussi des musiques contemporaines dans leur pays. Ouais. Hein. On les joue et on les danse encore. Et puis il y avait au sous-sol de la salle Patinot le Centre d'art contemporain, et chacune de ces associations avait un certain nombre de relais. Le Centre d'art contemporain était très connecté avec les artistes de New York, les ateliers d'ethnomusicologie avec des réseaux européens, je dirais, de diffusion d'artistes, l'AMR également avec des réseaux européens et nord-américains. Et donc, petit à petit, le bruit a couru, je pense, qu'à Genève, il se passait quelque chose. Tout cet art de création, cet art contemporain à l'époque, était en grande partie marginal. C'est-à-dire c'était un peu les contre-valeurs des valeurs dominantes, des valeurs classiques, etc. Alors à Genève très particulièrement, parce qu'il y avait une espèce d'institutionnalisation artistique qui était extrêmement figée, que ce soit l'orchestre, le conservatoire de musique, et puis dans le domaine de la danse, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Voilà, donc dans beaucoup de domaines, la situation était très figée sur les valeurs traditionnelles, le répertoire. Et donc, une grande partie de cette création était quand même marginale. Et les artistes étaient extrêmement engagés pour justement présenter quelque chose qui ouvrait d'autres perspectives. Donc, des gens comme Philippe Glass, par exemple, est venu à la salle Patinot. Je pense qu'évidemment, 20 ans plus tard, ça aurait été plus compliqué. John Cage est venu à la salle Patinot, et dans le domaine des compositeurs, beaucoup de compositeurs comme Luigi Nono, Luciano Berio, sont parmi des gens, disons, qui étaient connus, sont venus avec enthousiasme, parce qu'ils voyaient le travail qui était fait, et il y avait une sorte de petite internationale des gens qui se battaient pour l'art contemporain, ou pour la musique contemporaine en particulier. Et on avait cette réputation d'être un des lieux dans lesquels se faisait un travail important, intéressant. On a eu par exemple Bill T. Jones, qui était un chorégraphe et un danseur américain, qui n'était pas très connu à l'époque, et qui est venu se produire sur la scène de la salle. Lorsqu'il est arrivé sur cette scène, dont on a toujours regretté les petites dimensions, et pourtant il nous dit « mais je n'ai jamais dansé dans un espace aussi vaste ». Et ce même Bill T. Jones est devenu directeur de la danse à l'Opéra de Lyon 10 ou 15 ans plus tard. Donc c'était l'amorce d'un phénomène qui allait se répandre dans les institutions et dans les festivals d'Europe. Monsieur Dubouchet, dont il faut quand même dire un mot, parce que c'est quelqu'un qui a voulu toujours rester dans la discrétion, qui n'a jamais voulu apparaître d'une façon ou d'une autre, mais on lui doit quand même d'avoir été comme directeur de la Fondation Patinot à Genève, d'avoir eu cette idée d'en faire un lieu de création, d'art contemporain, alors que beaucoup de fondations mettent de l'argent pour se faire valoir en invitant des grands artistes qui font des choses tout à fait banales. Donc il a quand même joué un rôle très important, qui est peut-être pas assez reconnu, je trouve, officiellement. Pendant longtemps, ça a été vraiment un lieu d'expression pluridisciplinaire, où les gens se rencontraient. Et John Dubouchet comprenait parfaitement ça, et il était même très attentif à, comment dirais-je, au niveau d'exigence qualitative, nous soupçonnant parfois, quand la salle avait trop de succès, quand il y avait trop de spectateurs, nous soupçonnons presque de démagogie. Parce que le public n'a pas toujours été présent. Le public est venu lentement. On a le souvenir de salles combles et enthousiastes dans tous les domaines,
Mais on a aussi le souvenir de salles avec 15-20 spectateurs, n'est-ce pas? Tout n'a pas été facile. Il a fallu créer petit à petit une relation avec la presse, avec le public. Il y avait un bulletin de la salle Patinot qui réunissait tous les programmes de la salle, donc qui permettait justement aux gens d'être en contact avec cette pluridisciplinarité. Et puis, voilà, il y a un public qui s'est constitué petit à Oui, et petit. puis on bricolait des simplement, hein. affiches avec des lettres à 7, avec des Ouais. machines à écrire à boule. Oui, on n'avait pas d'ordinateur, hein, Et à puis l'époque. avec des amis qui allaient coller des affichettes photocopiées dans tous les lieux de Genève où on pensait qu'un public pouvait être intéressé. Oui, on faisait un peu tout, hein. On accueillait, on mettait les chaises sur la scène. Oui, c'était très important. Dans une salle, pour qu'elle vive, il faut qu'il y ait une présence sur place. Et il faut que les gens puissent reconnaître dès le hall, dès l'entrée dans la salle, qu'ils puissent reconnaître un certain nombre de personnes, qu'ils sachent, qu'ils comprennent qu'il y a une continuité, qu'il y a une unité. Et cette présence constante, hein, permanente, est essentielle.